Catherine Quentin. Je vous présente Catherine. Catherine est de formation classique et philosophique. Elle s'était initialement dirigée vers l'enseignement et en particulier celui de l'allemand. Et puis finalement, sa trajectoire professionnelle a évolué. Elle s'est intéressée à des tas de choses et au bout du compte, elle est rentrée dans le secteur de la communication. Elle a participé, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais dans des tas de groupes très connus où elle a été en charge de la communication et de la stratégie. Elle a été initiée au sein de la Grande Loge féminine de France il y a de fort nombreuses années, on va dire ça comme ça. Et elle est aujourd'hui grande secrétaire générale du Suprême Conseil féminin de France, Suprême Conseil qui gère donc les degrés du rite écossais ancien et accepté. Et vous vous doutez bien qu'elle est l'auteur de nombreux articles qui ont été diffusés dans les revues internes de l'obédience, Grande Loge féminine de France, donc, et du Suprême Conseil féminin de France également. Catherine, nous sommes vraiment très, très heureux de te recevoir ce soir. Merci d'ores et déjà d'avoir accepté d'ouvrir ces entretiens d'été 2023. C'est très gentil à toi. Merci infiniment. J'espère que vous serez toujours aussi heureux à la sortie. Il n'y a aucune raison, Catherine, ne t'inquiète pas. Je vais peut-être donner la parole à Alain Noël, qui vous présentera les médiateurs après vous avoir fait un petit salut également. Bien, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, comme Marie-Thérèse vous l'a dit il y a quelques instants. Très heureux de retrouver des auditeurs qui nous viennent de Californie jusqu'à l'île Maurice et de Bruxelles, Belgique, jusqu'en Afrique, en passant par la Suisse. C'est très, très agréable de retrouver du monde entier. Alors, quelques mots pour vous présenter les entretiens d'été de cette année, avec un titre qui aurait pu surprendre, mais l'amour fraternel est au cœur de la démarche maçonnique, et c'est la raison pour laquelle, alors que d'habitude nos conférenciers sont tous du monde profane et que c'est uniquement le monde profane qui s'adresse aux maçons et les maçons qui dialoguent avec le monde profane, la première conférence et la dernière conférence de ce cycle seront données par une sœur de la Grande Loge féminine de France et la dernière par un frère de la Grande Loge de l'Alliance le 7 septembre. Voilà pour l'introduction générale. Les modérateurs de cette conférence… Excuse-moi, Alain Noël, je te coupe 2 secondes, tu parles du 7 septembre. Je reçois des mails de sœurs ou de frères qui nous disent « mais moi j'ai reçu un mail pour le 7 septembre, un lien pour le 7 septembre ». Non, le lien sur lequel il est écrit, le lien d'inscription signifie que vous êtes inscrit jusqu'au 7 septembre. Donc, vous êtes inscrit pour tout l'été et tous les jours, toutes les semaines, pardon, vous recevez le lien de connexion et vous avez dû recevoir ce matin le lien pour vous connecter aujourd'hui. Voilà. Excuse-moi, Alain Noël. Bon. Et donc, il me reste la charge agréable de présenter nos 2 modérateurs. Et d'abord, Heidi Rude-Collier, que vous avez déjà vu, me semble-t-il, lors de précédents entretiens et qui a accepté de récidiver très, très agréablement. Heidi est directrice de plusieurs établissements hospitaliers et depuis assez longtemps. Et elle est également une sœur investie au sein de la Grande Loge féminine de France depuis un certain nombre d'années. Également. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette 4e édition. Notre deuxième modérateur, c'est sa première apparition sur nos écrans. Il s'agit donc de Denis Paccard qui est dans la publicité. Il a suivi un cursus de communication publicitaire. Il a travaillé dans la région lyonnaise dans un gros groupe qui s'appelle DDB Nouveau Monde, que je ne connaissais pas, mais que certains d'entre vous connaissent. Et surtout, il s'est lancé dans l'entreprise en fondant l'agence 3 Voies Communication, dont il est actuellement le PDG. Il a aussi rédigé quelques ouvrages d'histoire de la région lyonnaise et il est membre du Grand Orient de France. Et c'est à ce titre que nous l'accueillons comme modérateur de cette première conférence. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je pense que l'on peut laisser la parole à Catherine Quentin pour sa conférence.
nous allons nous retirer et vous laisser, Catherine et les modérateurs. À tout à l'heure pour la fin de la conférence. À tout à l'heure. On m'a demandé de présenter une réflexion sur le titre de l'amour à la fraternité. Alors, j'ai commencé par la Genèse. Au commencement, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, pur, innocent, omniscient, tout amour et en parfaite harmonie avec la création. Puis, il y a eu la chute par orgueil et par ambition et l'amour a été perdu. Alors, en exergue, j'ai fait mienne 2 définitions du pape François qui illustrent pour moi le cheminement de ce soir. Pour s'autoriser à parler d'amour, chacun doit s'aimer suffisamment lui-même, savoir qui il est et d'où il vient. Qui peut s'en prévaloir? Quant à la fraternité, elle se situe, dit le pape François, sur une échelle qui va de la non-agressivité, de la non-indifférence à l'amitié, et elle doit se cultiver et progresser tout au long de la vie. Comment ne pas y souscrire et ne pas remarquer qu'il s'agit de s'inscrire dans un temps long que l'homme n'a guère? Il semble que le sujet proposé, pour moi, n'a pas tenu compte du terreau propice à toute croissance et qu'il fait fi de l'indispensable premier barreau de l'échelle qui mène au sommet où brille la lumière pour éclairer le propos d'un regard nouveau. En fait, l'homme pressé méprise trop souvent l'enseignement du levier et il surestime ses forces alors que certains sauts dans l'inconnu, sans les indispensables travaux préparatoires, peuvent s'avérer contre-productifs, voire dangereux et préjudiciables. Et c'est pourtant dans ce vide lacunaire laissé ici en jachère que la conscience va pouvoir s'éveiller en même temps que la liberté de penser et que pourra commencer le pèlerinage initiatique qui, d'une fraternité balbutiante, conduit au cœur, noyau central de l'être. D'où cette même fraternité sublimée par l'amour revêtira peut-être un jour ses habits de lumière. Amour et fraternité, ce sont 2 mots polysémiques qui chantent en canon l'air du temps depuis l'aube de l'humanité. Ce sont 2 mots talismans, tantôt magnifiés, tantôt galvaudés, au service pourtant d'une belle utopie, un monde rêvé pacifique, harmonieux, où tous les hommes s'aimeraient en frères. Être frères et sœurs, c'est une chanson douce, fredonnée au fil des siècles comme une espérance, mais sur les brèves de crimes, de révolutions, de révoltes justifiées ou non, et comme un Éden qui donne sens à la vie et la fait vibrer au service d'un idéal qui nous dépasse et nous transcende. Ces 2 concepts, conjoints et solidaires, se déclinent ensemble jusqu'à s'harmoniser pour former l'endroit et l'envers d'un même décor pour l'homme en quête de son temple intérieur. Aussi peut-être, avant de comprendre comment l'amour conduit à la fraternité, il paraît essentiel de réintégrer cette fraternité comme pierre de touche et socle de notre enseignement initiatique. La fraternité, en fait, est un mot ambigu et lourd de symboles. C'est une façade à multiples ouvertures où le cachet se laisse approcher, mais avec de dangereuses meurtrières d'où l'on est prêt à tuer pour en imposer la loi. Mais une loi vidée aujourd'hui de ses valeurs constitutives. Nietzsche n'écrit-il pas que les valeurs les plus nobles sont souvent le rebâche de terribles violences? La fraternité ne serait-elle que le voile de la frérocité? En fait, l'étymologie frater désigne d'ailleurs un lien simple de parenté entre des hommes d'une même origine, sans connotation affective. Et l'épopée humaine, nos textes sacrés, nous montrent bien que loin d'être innée et spontanée, la fraternité est souvent le fruit d'une simple nécessité de s'allier pour survivre. C'est pourtant elle qui cimente et signe notre devise républicaine. C'est elle qui fait le lit du lien social entre égalité et liberté. Ambiguë d'ailleurs, la fraternité l'est par nature, donc. Fraternité de sang n'est pas fraternité de cœur. Ambiguë aussi dans son acception culturelle et sociétale, qui varie selon les paradigmes de l'histoire, où on la confond souvent avec son bras armé, la solidarité. Les coudoiements familiers du mot, plus chargés de déliés et de plein, comme dit Maupassant, entretiennent l'illusion, et notre imperfection s'en nourrit. Y accéder nécessite une révolution copernicienne. Car pour un franc-maçon,
Le mot fraternité endosse la lourde responsabilité de son caractère initiatique. Elle est tout à la fois sa règle, un devoir librement consenti, un travail choisi, un point de vigilance et un objectif. Sœurs et frères, nous le sommes doublement comme êtres humains et comme francs-maçons, enjoints d'affronter une ambivalence assassine, d'accepter l'autre comme essentiel, un autre qui dérange, car pour progresser, il oblige à visiter sa propre complexité et à travailler à sublimer une haine fratricide en amour fraternel, dans une aspiration et un destin partagé. La fraternité se présente d'abord comme une règle qui a ses lois. Elle répond à un haut degré d'exigence et requiert un dépassement continu. Comme la foi, c'est un élan qui aide à briser les murs d'indifférence. La comprendre épouse une progression dans la connaissance de soi et profite à un idéal commun d'unité et d'universalité, car elle requiert le silence, temps de méditation essentiel pour ouvrir l'espace intérieur à un dire oui joyeux à l'autre et à l'éternel retour du même. L'observation qui en dévoile la dimension collective et solidaire, puis la dimension sacrée, passera par une rupture ontologique pour ouvrir sur l'altruisme. Seul, on ne peut rien. Et puis ensuite, elle requiert des outils pour vérifier qu'une franc-maçonne, un franc-maçon se reconnaît à sa façon d'agir, à la sollicitude fraternelle qu'elle manifeste. Ensuite, un serment qui est récurrent, qui est prononcé comme un exercice spirituel chargé de notre expérience et de nos aspirations. C'est à la fois devoir de mémoire et gage d'une volonté d'avancer ensemble, chacune vers son accomplissement. Un devoir obscur, mais qui est la clé de notre perfectionnement, plus facile à observer qu'à connaître, car en fait, il fait violence à la nature et se pratique modestement au quotidien avec la démesure d'un idéal. La fraternité est d'abord donc un labeur exigeant. Elle est pratiquée comme une loi intérieure, une recherche d'alliance avec soi, avec les autres et avec tout ce qui nous dépasse. Elle ne peut progresser sans cette lucidité qui aide à aborder au rivage du cœur. Le travail qu'on a à faire, que chacun a à faire, consiste à identifier la difficulté à intégrer la dissemblance indissociable d'une recherche de vérité et de liberté. La fraternité est donc le point de départ de la démarche. Elle s'impose peu à peu comme moyen, comme guide et comme objectif. Elle est un commencement qui suppose le sacrifice d'un confort intérieur au profit d'une réciprocité et montre le niveau de conscience requis. Elle est un guide. Elle se construit en marchant par la pratique rigoureuse du rituel, dans l'esprit d'un entre-nous de singularité qui est une épreuve. Elle est un objectif, enfin, accepter cette sœur ou ce frère, cet autre dont le nom diffère, mais qui est notre semblable, avec le même chaos que nous en soi, un même désir d'ordre pour parvenir à la paix intérieure. L'idée qu'on se fait de la fraternité évolue par dévoilement successif, par remise en perspective de l'initialement perçu pour un usage plus élevé, plus proche de ce qui nous échappe, et après quoi nous tendons jusqu'à se devenir l'expression d'un amour véritable, tel qu'il a pu se faire chair un jour dans un monde qui évolue, dont nous sommes partie prenante, à portée de l'homme qui est juste en toutes circonstances. Savoir, intégrer les vertus, faire alliance avec elles, pour agir chacun à sa juste place avec davantage de lucidité, de discernement, s'ouvrir peu à peu à la philocalie qui embrasse le vivant tout entier. Or, pour pouvoir conjuguer souci de l'autre et souci de soi, il est indispensable d'identifier les souffrances, de les connaître pour les transformer, de dépasser les conflits en accédant à la liberté intérieure. L'écoute est au cœur de l'amour. Elle laisse place à l'autre pour dire qui il est, sans pour autant se nier soi-même. C'est l'intervalle nécessaire à celui qui laisse ouvert le multiple et vise l'un, qui intègre cette imagination qui ouvre des ailes grandes comme le ciel dans un cachot grand comme la main. À chacun, à chacune, de trouver sa place dans ce secret de l'être au fil d'un dialogue constant, sans rien perdre d'une innocence supposée sur laquelle une construction devient possible. À chacun de devenir roi de ses terres intérieures, d'être cette sœur, ce frère, qui choisit de mettre son existence
au service de l'esprit qu'il dépasse. Quant à l'amour, il est tout aussi ambigu que la fraternité, donc la question n'est pas simple. Bien qu'antérieur à la fraternité, puisqu'il était coexistant à la création, ontologiquement présent à cette création, l'amour est aussi malmené que la vérité et reste un idéal quasi inaccessible à notre imperfection. Il est, comme l'écrit Vladimir Jankélévitch, une profondeur, une richesse dans laquelle on pénètre progressivement, et il ne survient que si l'on est capable de maîtriser une propension séclusive à éliminer ce qui prend de la place à nos côtés. Et qui peut prétendre y parvenir? La chaîne d'union que nous pratiquons, où la porosité de l'épiderme favorise l'échange, telle la membrane qui nourrit chaque grain d'une grenade, permet cette évolution, ce retournement, qui ouvre à la compréhension de ce qu'est le cœur, sésame et véritable point de la fraternité. Point de départ. Alors, comment comprendre ce cœur qui est tellement sollicité? Est-ce que c'est celui de Rodrigue, le courage d'oser, une volonté de se battre pour un idéal, des valeurs partagées? Est-ce que c'est le cœur de notre esprit pour pouvoir dire « je suis ce que je suis », un être doté de conscience, œil grand ouvert sur le Caïn tapi dans son ombre et prêt à se mettre en résonance avec l'orient de ses aspirations tel que défini dans le prologue de Jean? Est-ce celui de notre âme, siège du principe qui nous anime, partie subtile quand il est instrument de connaissance affranchi des passions, pour orienter l'esprit vers plus de spiritualité et comprendre le langage des fleurs et des choses muettes? Sans doute, tous ces cœurs à la fois, dont la conjugaison et l'expression harmonieuse s'appelle amour, pour affermir un être et être un appui solide. Le chemin commence avec le cœur et finit avec le cœur dont la fonction est amour. C'est là que se découvre l'unité de notre être, écrit Arnaud Desjardins. Un cœur que notre rituel nous enjoint d'élever. Alors comment? D'abord en tournant nos regards vers la lumière. Cet appel est le premier acte qui nous lie et qui crée cet égrégore que fortifie la chaîne d'union où se transmet cette lumière. Nous montrons que nous ne sommes plus le centre de tout. La fraternité naissante va agir comme un ciseau pour dégager l'espace intérieur nécessaire à notre élévation. Élévation symbolique et intellectuelle avant d'être spirituelle. Élévation pour nous-mêmes, d'abord, portée par l'idéal qui nous anime, élévation par les autres qui font de nous des êtres augmentés, car enrichis de leur lumière. Toute initiation n'est qu'un point de départ vers une spiritualité toujours plus haute, et la fraternité s'impose parce qu'elle est cumulative. La découverte de l'amour montre à l'initié le chemin de sa réalisation, descendante vers son frère, ascendante du multiple vers l'un, vision lumineuse, où soi-même et l'autre sont conjoints dans une même approche tournée vers la lumière pour donner ce que l'on a et offrir ce que l'on est. Alors sonne l'heure de la vérité en action, où l'on peut enfin s'élever au-dessus de débats stériles et mieux combattre les tyrannies spirituelles et temporelles, où l'on accepte de douter de ses certitudes pour agir dans le sens de notre ordre et de ses buts, de s'intéresser à ce qui est plus grand que soi, ce qui présuppose pour moi l'acquisition de la liberté de passer à une dimension plus élevée. Le cœur, finalement, c'est le ciment qui unit et d'où part tout sentiment d'appartenance. Besoin de lumière, besoin de comprendre la relation à établir entre un principe et l'homme pour faire de notre engagement une spiritualité pour agir. Agir, mais comment? Eh bien, sous l'éclairage d'une fraternité bien comprise, qui est faite de connaissance et d'amour. C'est de la dialectique entre fraternité et cœur que la conscience émerge peu à peu, que l'esprit s'éclaire, jusqu'à se fondre en amour véridique pour un vécu fraternel en vérité. Cette fraternité-là ne vient plus de la seule raison. Elle est capable d'unir sa voix à celle de Villon. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, qui est une attitude d'ouverture et de mise en acte immédiate, qui devient l'élan, qui fait que soudain, comme le dit Finkielkraut, cette souffrance qui ne nous regarde pas, nous regarde. Une mise en acte d'un élan vers l'autre. Est-ce que nous sommes prêts, tous, à combattre toute injustice sans attendre de récompense?
selon une loi d'amour qui serait vécue avec vigilance, bienveillance et modestie. On comprend peu à peu qu'être, c'est aimer, et que c'est la juste conjugaison des oppositions qui rythme l'harmonie universelle. Et pourtant, on voit bien que l'amour n'appelle pas forcément l'amour. Il peut au contraire susciter haine et violence, car il dérange, en nous plaçant devant un choix imprévu et une remise en question. Cependant, comment construire ensemble, comment peut-on avoir cette prétention si l'on n'est pas capable d'accueillir l'amour qui s'invite parfois à notre insu et qui révélera peut-être l'inavouable? La conversion du regard qui est requise à ce moment-là interroge notre capacité à accueillir cet amour dont l'immensité nous dépasse et qui peut faire peur. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser aimer? C'est un combat intérieur de nature eschatologique qui oblige à lutter contre nos peurs primaires. Nos failles mêmes sont l'espace où l'amour peut se frayer un passage. Les crises régulières que traverse le monde révèlent notre impuissance et notre fragilité. Elles sont autant de révélations et de dévoilements de notre difficulté à nous améliorer individuellement et collectivement. Car en fait, nous restons les mêmes, avec la même difficulté à nous séparer de nos imperfections. Et malgré notre serment d'aimer nos frères et nos sœurs, nous restons capables de renier, voire de procéder à une véritable mise à mort de l'autre. Mais notre vécu initiatique nous rend comptables de la lumière que nous avons reçue. Certaines rancunes, parfois, sont tellement structurantes que l'on peut s'y complaire et faire la part belle à la violence contre soi ou contre les autres. Alors, parlons du sujet de l'amour à la fraternité. En fait, on ne prend la mesure de ce qu'est la fraternité en vérité que par ce retournement radical dans l'ordre des choses, par une rupture qui remet en ordre et permet de saisir l'amour dans sa dimension eschatologique comme pierre de touche d'une fraternité revisitée à l'aune d'une apocalypse qui servira à une révolution spirituelle pour un vécu autre. La fraternité maçonnique est peut-être, je le pense, notre plus belle utopie. Construction commune qui est communion dans un idéal qui souvent paraît s'éloigner quand on a cru un moment qu'on y parvenait. On oublie souvent que toute initiation et une fraternité est l'aboutissement d'une quête qui passe par la prise de conscience du rôle du cœur. C'est l'amour manifesté dans un bel égrégore qui donne au projet maçonnique sa dimension universelle. D'abord, silence intérieur, vacuité du bruit et espace laissé à la parole, recherche du centre. L'amour devient alors un réactif relationnel qui élève et sublime la notion de fraternité, qui retrouve alors son innocence première. Amour, celui de Dieu, celui des hommes, une réalité complexe qui a perdu ses couleurs tant elle est galvaudée, amoindrie, dans un monde en perte de sacré, en attente d'une postmodernité qui lui garantirait l'éternité. Amour qui pénètre toute chose et maintient la cohésion de l'univers en faisant barrage au chaos actuel. Celui qui sait aimer dirige sur un être humain particulier un amour universel. Ça, c'est Simone Weil qui l'a écrit. Quelle place tiennent aujourd'hui la fraternité et l'amour dans nos sociétés? Je crois qu'on est à une époque où c'est une question cruciale et à se reposer quasiment tous les jours pour essayer d'y trouver des réponses qui soient bien concrètes. Aimer en frère, aimer d'amour reste toujours pour moi une expérience spirituelle. Et pourtant, nous restons toujours un peu l'enfant rebelle, immature et autocentré qui voudrait occuper toute la place, être au centre de toutes les attentions, parce que la fraternité touche à des enjeux où se manifeste avidité, soif de possession, de pouvoir et de domination. La sagesse de la fraternité, c'est la sagesse de vie, pour construire ensemble sur le chantier de l'esprit et du cœur, car nous dit saint Augustin, la véritable fraternité ne peut éclore que touchée par la grâce divine et l'espérance commune d'une vie éternelle. Elle relève d'un acte libre, qui est un acte d'amour, qui appelle à reconnaître l'autre et à assumer d'en être le gardien, ce qui avait été demandé à Caïn. Notre métier de passeur prend alors tout son sens.
Avoir présent à l'esprit que plusieurs traditions se croisent et parfois se mêlent dans le mot fraternité, parce que notre cœur porte en lui cette dualité qui peut l'entraîner vers le mal comme vers le bien, que le meilleur, le meilleur de nous vient du cœur et non de l'idéologie, et suppose l'acquisition d'une certaine liberté intérieure. Pour Paul Valadier, philosophe jésuite, la fraternité n'existe qu'en référence à une métaphysique de la vérité. Il dénonce la fausse innocence du relativisme culturel, qui fonderait la tolérance, en réalité indifférence aux convictions des autres, qui limite la solidarité au seul groupe dont on estime faire partie et ruine l'universalité des droits de l'homme. La crise actuelle de la transmission provient peut-être d'une crise de fraternité, issue d'une crise de la vérité. Plus rien n'a de valeur, tout se vaut, et la fraternité elle-même n'est qu'un mot vide de sens. Seul l'homme qui fait la vérité sur lui-même, devient capable d'accueillir autrui avec ses limites et ses faiblesses. La fraternité est donc le vrai combat pour l'amour, sa seule arme qui ouvre le passage du je au nous. Alors, je me suis posé la question, est-ce que fraternité et amour seraient hors de notre portée? Est-ce que ces deux mots resteraient, comme l'a écrit joliment Michel Maffezoli, l'utopie du nomade, où l'on partage avec l'autre sa solitude de l'errance? Nous autres francs-maçons, nous avons fait le serment de pratiquer cette fraternité, en œuvrant avec davantage de discernement et d'empathie, pour lui rendre ses lettres de noblesse, non pour des faits de bravoure, mais pour plein de petits riens, accomplis dans la discrétion, qui font tout pour l'autre, mais qui demandent à chacun disponibilité et abnégation. Nous appartenons à une armée en mouvement, messagère d'une tradition vivante, au sein de laquelle chacune d'entre nous réalise son parcours personnel avec les autres, pour se construire, et pour construire le temple de l'harmonie selon le plan initial de la création. La découverte progressive de l'amour, tant vidé de son sens et souvent ramené au seul éros, donne foi en cette promesse d'éternité de notre aventure collective. Nous sommes tous un vecteur conscient de participer à ce que les alchimistes appellent le grand œuvre, parce que aimer consiste à comprendre les lois qui régissent l'univers et à les utiliser en pleine conscience. C'est là le prix de notre liberté. Élever son cœur en fraternité, le regard tourné vers la lumière, dans l'espérance qu'un jour l'amour règne parmi nous tous. Le cheminement de l'initié serpente vers l'accomplissement lumineux de cet amour qui donne à la fraternité ses habits de lumière et toute sa dimension initiatique. Le multiple en chacun éclaire les multiples facettes de l'autre dans un même élan vers l'un. On apprend à se positionner dans une réalité cosmique, entrelacée dans la chaîne d'union, en quête d'une parole qui nous échappe et d'un mystère qui nous dépasse. Chacun va de la périphérie vers le centre, de la fraternité au cœur, grâce à la médiation, comme l'écrit Lévinas, du visage de l'autre qui ouvre sur la spiritualité, et jusqu'à l'au-delà de la fraternité, prélude au bonheur. C'est tout le travail qui doit s'accomplir entre la tradition dont nous sommes les dépositaires et la transmission dont nous avons la responsabilité. L'apprentissage de la fraternité marque le départ d'une longue pente ascendante vers une conscience éclairée, unie en fraternité maçonnique par notre aspiration commune à l'harmonie, à la perfection et à la vérité, au-dedans de nous-mêmes comme au dehors. Comme l'a écrit notre très illustre sœur Andrée Buisine dans son dernier ouvrage, la fraternité, ennoblie par l'amour, pousse à transcender les intérêts particuliers de chacun pour redonner sens à notre action collective. L'aigle bicéphale, d'ailleurs, qui est le symbole de tous les suprêmes conseils du monde, n'a-t-il pas qu'un cœur? La fraternité n'est pas un vocable creux et incantatoire, mais un mot qui a retrouvé toute sa chair, qui invite à vivre une solidarité par-delà les frontières, en se redécouvrant habitant de notre maison commune monde, en être de finitude qui a besoin des valeurs premières. Ça, c'est toujours
mon jésuite préféré, Paul Valadier, qui est docteur en philosophie. À nous d'y travailler pour ne pas, comme l'écrit Camus à la fin de La Peste, de façon à ce que, parce que nous restons conscients que la peste réveillera un jour ces rats dans une cité heureuse. Depuis toujours, aujourd'hui plus encore, dans notre multivers éclaté et fragilisé, l'homme ressemble à l'apprenti sorcier, ignorant, ambitieux, orgueilleux. Alors comment ne pas s'interroger sur ce qui a cimenté des décennies de francs-maçons, donner envie de poursuivre une voie aussi exigeante et de transmettre un héritage spirituel qui exige beaucoup, mais ne donne qu'à la mesure de ce que chacun va y investir et va renvoyer. Amour et fraternité constituent la base d'opération d'un initié et l'essence de sa quête dans un chemin qui conduit de l'apprentissage de cette fraternité via l'amour à la fraternité véritable et qui vise notre finalité, un monde inspiré par une spiritualité élevée dans le respect de notre devise républicaine. Elle s'adresse à chacun d'entre nous dans un pluriel collectif, signe que nous sommes engagés dans une voie solitaire et solidaire où l'altère se conjugue avec l'ego, dont le cœur et la fraternité sont le moteur et le levier dans leur corrélation et leur interaction liminale. J'en ai terminé. Merci infiniment, Catherine. Merci beaucoup. C'était limpide, c'était lumineux, je dirais. Pour lancer les débats, je vais donc commencer avec une première question. Alors, je te tutoie, nous sommes sœurs. Tu as parlé d'amour et de fraternité qui sont deux mots talismans, c'est-à-dire qui portent des vertus de protection et qu'il nous faut chérir. Mais malgré cela, et tu l'as précisé, malgré notre serment, nous restons capables de renier et de procéder à une véritable mise à mort de l'autre. Et donc, je voudrais te parler, faire un petit pas de côté, sortir un peu de ce monde initiatique et voilà, nous faisons partie d'un tout et te parler d'autres mots qui résonnent aujourd'hui. On parle d'adelphité, on parle de frérocité et on parle aussi de sororité. Et donc, ma question est la suivante. Alors, la sororité, c'est un mot qui est ancien, qui date de Rabelais, qui a été repris en 1970 par les militantes féministes, mais qui aujourd'hui est utilisé un petit peu, je ne sais pas exactement, c'est la question que je te pose. On a l'impression que ça vient s'opposer à la notion de fraternité qui serait donc en opposition. La sororité concernerait les seules femmes et la fraternité concernerait donc les hommes. Et donc, je voudrais connaître, pour lancer le débat, bien que les questions sont en train d'arriver, voilà, ta position, un petit peu ton regard sur cette notion voilà, qu'on voit apparaître aujourd'hui, dont on parle particulièrement depuis 2 ans et qui vient peut-être un petit peu perturber les choses. Voilà, quel est ton avis là-dessus? Alors moi, ça ne me perturbe absolument pas parce que j'ai une position assez claire sur ce sujet. Je suis moi-même d'une fratrie de 5 filles. Alors, la sororité, je sais ce que ça veut dire, et c'est un mot que je trouve tout à fait approprié dans un cadre familial, mais qu'on ne refait pas l'histoire. La fraternité, c'est un mot qui recouvrait à la fois l'homme et la femme dans son acception latine, étymologique. C'était des parents, hommes ou femmes, et ça recouvrait un lien qui était à l'époque, effectivement, qui ne comportait pas forcément une connotation affective. Mais c'est devenu un grand symbole universel et je pense que la maçonnerie, c'est une fraternité universelle. Et je ne comprendrais pas qu'on clive ou qu'on détruise ce que des siècles ont mis du temps à construire, c'est-à-dire cet universalisme pour lequel d'ailleurs je pense aujourd'hui plus que jamais il faut se battre pour le conserver. Parce qu'on est à une époque où les clivages par petits groupes
les replis identitaires sont plus que jamais présents et que si on ne se bat pas pour conserver des mots qui gardent un caractère universel, eh bien, je pense qu'on va y perdre énormément. Donc, la sororité, oui, quand on parle de son frère, quand on parle de sa sœur dans une fratrie féminine de femmes comme la mienne, mais sur le plan de la maçonnerie, je resterai jusqu'à ma mort très attachée au mot fraternité, qui pour moi a une valeur universelle et à laquelle je suis extrêmement attachée. Sinon, on clive. Alors, merci de ta réponse. Et justement, il y a une question qui vient d'arriver, enfin, qui est arrivée entre-temps et qui dit pourquoi les obédiences féminines n'utilisent pas le mot sororité. Je crois que nous avons la réponse. Je crois qu'il est important de s'attacher, de continuer à le faire, à s'attacher au mot fraternité, de le chérir, de l'entourer, de le promulguer. Voilà. C'est notre devise républicaine. C'est notre devise. C'est notre devise républicaine et n'oublions pas que les deux pôles de l'humanité, si je peux me permettre. Bonsoir Catherine, merci beaucoup pour cet exposé lumineux et très intéressant. Mais à t'écouter, je me posais la question de petit à petit, le titre de ton exposé de l'amour à la fraternité et finalement, je me demandais en clin d'œil si on ne pouvait pas dire que c'était de la fraternité à l'amour, dans le sens où, à t'écouter, pour moi, la fraternité est une volonté active d'un être de vouloir aller vers l'autre. Et tu le disais à un moment dans ton exposé, c'est un engagement même pour un franc-maçon, alors que finalement, l'amour, mais j'utiliserai le mot, mais pas au sens péjoratif, on le subit. On le reçoit. C'est une façon, finalement, où on se met dans une situation d'accepter l'autre. Et cet amour, cette fraternité construite et volontaire peut mener, à t'entendre, à un amour qui est, entre guillemets, passif. Qu'est-ce que tu penses de cette vision? Je ne pense pas que l'amour soit passif. L'amour, il est réciproque, c'est-à-dire qu'il demande à deux personnes qui arrivent à un certain degré d'accomplissement personnel, il permet un échange qui dépassera cette fraternité de départ, qui est quelque chose qui se construit. La fraternité, c'est pas du tout donné. Et l'amour a une dimension supplémentaire parce que justement, c'est une sublimation que, d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, moi, l'amour, pour moi, il est quasiment inaccessible. Quand je commençais par la Genèse, mais ce n'est pas pour autant qu'il est passif. C'est quelque chose on s'aperçoit qu'avec nos limites humaines, à part les grands mystiques, moi, je mettrais à part les grands mystiques, qui sont arrivés à une espèce de don de soi où ils sont carrément désincarnés. Mais je pense que pour un être incarné, l'amour est une dimension, c'est un peu comme cette fameuse lumière après laquelle on court, ou cette vérité, ça reste des mots inaccessibles. C'est pour ça que j'ai dit, ça me fait penser un peu à la parole perdue, l'amour a été perdu, comme la parole au départ, quand il y a eu orgueil, ambition et ignorance. Du jour où l'homme s'est mis en situation, alors qu'il avait tout, de gagner, de se débrouiller tout seul. Il y a eu rupture de contrat, j'ai envie de dire, et on est dépassé par ces notions-là, et on court après. La fraternité reste plus accessible, et le jour où on se rend compte qu'elle se développe sous le couvert d'une dimension plus grande qui s'appelle l'amour, elle va changer de nature. Voilà. Mais de toute façon, ça reste des mots. Voilà. Parce qu'effectivement, je m'aperçois que cette fraternité, et quand j'ai dit que très souvent, on s'en aperçoit nous toutes, c'est très difficile. Vous savez, je pense beaucoup souvent à la mauvaise foi de Sartre, qui est quelque chose qui m'a énormément frappée, où on apprend, on devient de plus en plus rusé avec soi-même pour s'excuser ou trouver des excuses à tous ces mauvais comportements. C'est toujours très facile de se trouver des tas d'excuses. Et en fait, quand je vois des problèmes de fraternité mal comprises ou souvent,
il y a beaucoup de mauvaise foi de part et d'autre. Finalement, fraternité ou amour, c'est des ressentis qu'on prend à soi et qu'on redéveloppe. Je ne sais plus, un poème de Pagnol, je crois, qui disait « L'amour, c'est un sou que l'on donne et l'autre veut donner 2 sous. Et du coup, le second se sent obligé de donner 4 sous et puis 8, etc. » Et finalement, c'est un peu ça que vous expliquez. C'est ça, et puis surtout, je pense que ça demande une gratuité de l'être, que j'ai envie de dire, je crois qu'on se prend toujours la main dans le pot de confiture, tout le temps. C'est difficile d'accéder à cette ouverture totale et à cette gratuité de l'être. Donc, il faut rester très lucide sur qui on est et comment on agit. Merci. Merci Catherine. Alors, petite précision pour nos auditeurs, les questions se posent dans Q et R et non pas dans discuter. Voilà, je vois des choses qui apparaissent. Voilà, c'est bien dans Q et R. Donc là, j'ai une question de Solange, de notre sœur Solange, qui nous dit, dans le rituel du rite de Swedenborg, il est dit, la truelle, nous l'utilisons pour étendre le ciment de l'amour fraternel et de l'affection tant sur la surface que sur les fondations des institutions humaines, afin d'unir les hommes dans l'unique fraternité des enfants d'un même père, qui ont comme seul but l'intérêt de tous. Une question en découle. Est-ce qu'il n'y a un amour fraternel que parce que les croyants croient au même Dieu qui est le centre, le Père, et sans lequel les points du cercle de la communauté ne seraient pas liés par cette fraternité? Autrement dit, faut-il une transcendance commune, fût-elle autre que Dieu? Je transcris la question telle qu'elle est posée. C'est une question un peu longue, mais d'après ce que j'en retiens, je ne vois pas en quoi un même Dieu. Enfin, pour moi, de toute façon, le mot Dieu, ça veut dire, comme tout le monde le sait, en sanskrit, ça veut dire lumière. Donc, la lumière, elle existe pour tout le monde, elle coexistait à la création. Et je pense, d'ailleurs, on parle de grand architecte, c'est bien parce qu'il n'y a pas un même Dieu, chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre. Maintenant, il est certain que pour moi, s'il existe un principe, ça sera forcément le même pour tous. Forcément. Et je crois quand même que, pour progresser dans la vie, on a besoin de se rendre compte qu'il y a des choses qui nous dépassent. De vouloir tout ramener à la simple existence humaine sans rien derrière, ça me semble difficile d'aller plus loin à un certain moment si on ne se pose pas des questions d'ordre ontologique. Parce que quand on ramène tout au monde à sa portée, il y a un moment où il y a une élévation qui s'arrête. Je pense qu'on est dans le questionnement, ce que d'ailleurs la religion juive pratique très bien, hein, d'être tout le temps en train de remettre en cause, alors que les dogmes enferment. Mais je pense que cette notion de transcendance permet de se positionner autrement que comme l'homme centre de l'univers. On est aujourd'hui, on le sait très bien, dans des multivers, dans des espaces complètement inconnus, même des plus grands savants d'aujourd'hui, et on n'a toujours pas fini d'en explorer et que cette question du principe, il n'est toujours pas résolue. Moi, je suis pascalienne. Je pars du principe que tant qu'on ne m'a pas démontré que ça n'existait pas, j'ai la foi du charbonnier. Merci Catherine. Une question, voilà, on voit arriver les questions, enfin je vous explique un petit peu pour les auditeurs, on voit arriver les questions qui ne sont pas si nombreuses parce que je pense que ton exposé était tellement complet et je pense invite à une réflexion quand même assez profonde. Merci de la profondeur que tu as mis dans ton exposé. Une question de Annie, la fraternité est-elle en franc-maçonnerie essentiellement une construction? Alors, je crois que j'ai un peu dit ce que je pensais, à savoir que au départ, c'est quelque chose qui nous est un peu imposé. La maçonnerie, l'initiation maçonnique nous oblige à prendre en compte au degré minimum
la tolérance, le respect, qui doivent progressivement alimenter la notion de fraternité qui nous fait concevoir, oui, la fraternité, je ne vois pas comment on peut construire si on ne met pas un tout petit peu, un minimum de l'empathie dans sa relation à l'autre. La fraternité me paraît consubstantielle à toute construction de type initiatique. J'ai Pierre Copé qui nous demande si, d'après toi, la fraternité ne peut exister que si nous passons de « je pense donc je suis » de Descartes à « je pense donc tu es ». De toute façon, je pense que l'un n'est pas exclusif de l'autre. Je pense je suis, ça veut dire que je prends conscience d'exister. Hein. C'est l'exemple dans les méditations métaphysiques, c'est l'exemple de la cire. Hein. On est bien concret, on a conscience d'être des êtres de chair, mais pour que cette construction et pour que la fraternité existe, oui, il faut pouvoir dire en même temps, pas simplement je pense donc je suis, c'est je pense, je suis, c'est je pense donc tu es. C'est un dialogue. C'est un dialogue effectivement entre je, l'autre, dans un échange permanent, il faut bien le dire. Notre sœur Evelyne pose une question assez pertinente. N'y a-t-il pas une forme de pudeur à parler d'amour et par conséquent, plus facile de parler de fraternité en franc-maçonnerie? Est-ce que le mot finalement amour n'est pas quelque chose d'un peu difficile? Est-ce qu'il est à la… Voilà, on parle d'amour, voilà, mais est-ce qu'il ne serait pas plus facile en franc-maçonnerie de parler de fraternité? Alors, je pense qu'on parle beaucoup de fraternité et je partage assez ça, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, je pense que pour moi, l'amour est tellement immense, ça fait partie des notions qui nous dépassent un peu, qui vont au-delà de notre capacité parfois à avoir cette vacuité intérieure. Et je crois qu'effectivement, le mot fraternité est très approprié, à savoir, sauf que ça ne doit pas rester que ce qu'on nous dit au départ, c'est-à-dire tolérance, respect, je t'aime bien, mais surtout ne me dérange pas trop. Voilà, je pense qu'il y a une progression entre l'idée qu'on se fait de la fraternité quand on rentre et l'idée qu'on s'en fait quelques années après. Dans le même esprit, j'ai notre sœur Christine qui nous demande, qui croit ne pas avoir entendu le mot agape, que tu as employé le mot agape, et où est-ce que tu le situes, ce terme, dans l'amour inconditionnel ou une pure utopie? Alors, je ne suis pas rentrée dans les distinctions Eros, Philae, Agapé, etc. Je suis restée sur des termes simples qui étaient amour et fraternité. Mais quand je parlais de cette dimension qui nous dépasse de l'amour, je parle bien sûr de l'agapé. C'est-à-dire la fameuse charité, c'est la caritas telle que l'apôtre Paul en parle. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui engage l'être et dont je disais tout à l'heure que pour moi, seuls les grands mystiques qui se sont un peu extraits du monde et qui sont un peu désincarnés sont capables. Voilà. Donc, l'agapé, oui, je n'ai pas prononcé le mot, mais d'abord, c'est agapé, enfin, c'est l'amour sublimé, quoi. Mais en gros, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Alors, il y a une certaine sœur, Marie-Thérèse, qui nous pose la question. Si une personne n'est pas maçonne, comment peut-elle aborder ces notions d'amour et de fraternité? Alors, je crois que je pense très clairement, d'abord, ça dépend si les gens sont curieux ou pas, mais ça dépend si c'est quelqu'un qu'on fréquente. Moi, je crois beaucoup à la valeur de l'exemple. Je pense que si nous étions, nous faisions ce que nous disons, peut-être que ça peut interpeller des gens sur une certaine attitude je crois beaucoup à ça. Maintenant, aborder l'amour et la fraternité, encore faut-il que ce soit quelqu'un qui soit intéressé par ces notions-là et que ça se situe dans le cadre d'une fréquentation, d'une demande. Moi, je ne suis pas du tout prosélyte. Hein. Je déteste le prosélytisme.
Donc, je suis plutôt en réponse à des questions qu'on peut éventuellement me poser, mais je n'ai pas du tout envie d'aller prêcher la fraternité et l'amour. Je pense qu'il vaut beaucoup mieux être exemplaire dans son attitude quotidienne, ou essayer de l'être. On se fait des politesses en fait, sur les questions. Alors, notre sœur Claire nous demande, la fraternité est un ciseau, as-tu dit, Catherine? Je n'ai pas percuté sur cette notion-là, mais elle nous demande comment l'utiliser. Eh ben, en tapant sur sa pierre qu'on doit dégrossir. Évidemment, c'est une métaphore. Ça veut dire que la fraternité, quand on a compris ce que c'était, elle doit aider chacun à ouvrir un minimum, cet espace de vacuité dont on a besoin pour accéder à une dimension supérieure. C'est d'être une métaphore. Effectivement, la fraternité, quand on a compris ce que c'était, eh ben, on doit taper dessus pour ouvrir un peu plus l'espace intérieur et faire grandir la notion. Notre sœur Marie nous dit fraternité, la fratère sans la terre, sans la matière, donc par l'esprit et le cœur, donc qui peut unir tous les êtres. Est-ce qu'on peut répéter? La fratère. Et bien sûr, Catherine. Ce serait plutôt une affirmation, c'est fratère-ni-t, la fratère sans la terre, c'est la question, sans la matière, donc par l'esprit et le cœur, donc qui peut unir tous les êtres. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, honnêtement. Je ne sais pas si c'est vraiment Est-ce que celle qui pose la question peut me préciser, la fratère sans la terre, je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je suis désolée. En fait, je pense que dans fraternité, le mot terre est ressorti comme le mot terre, T-E-2-R-E. Oui, donc j'ai compris ça, mais honnêtement, je ne comprends pas trop. On va vois ce que la terre vient faire là-dedans. On va attendre qu'elle précise. On va lui laisser prendre la main et nous préciser sa question. Donc, on a une question de Olza qui nous dit « La lumière est-elle créatrice? C'est quoi pour vous la lumière ?» La lumière, c'est la conscience, pour moi. Ça correspond à ce qu'on appelle la lumière. D'abord, c'est ce qui nous dépasse, hein, c'est ce qui a présidé à la création, et c'est ce dont on va nous chercher à se rapprocher avec une conscience de plus en plus éclairée. Voilà. Je pense qu'on dit toujours que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et la lumière est ce qui a, c'est le principe pour moi qui a présidé à la création, et nous, on essaye de s'en rapprocher par une conscience de plus en plus aiguisée, connaissante et éclairée. Voilà. Voilà, on disait, je disais, excuse-moi Catherine, je disais qu'il n'y a plus de questions qui arrivent, et donc on invite les sœurs et les frères à poser des questions donc, sur le Q et R. C'est vrai que ton évocation… une question vient d'arriver. C'est vrai que ta présentation, ta planche, on peut dire, nécessite d'être, comment dire, absorbée, intégrée. Moi, on en a parlé à plusieurs reprises et voilà, j'ai mis un certain temps quand même à intégrer un certain nombre de choses. Mais on a donc une question. La fraternité est-elle une humilité qui laisse place à l'autre? Alors là, on rejoint la terre de tout à l'heure. Effectivement, alors je ne sais pas si la fraternité est une humilité. En tout cas, je pense que plus on comprend, pour moi, plus on mesure qu'on ne sait rien. Et j'ai envie de dire, c'est aussi ce que doivent penser tous les grands physiciens, astrophysiciens et autres spécialistes de l'univers. Plus on avance dans les voies de la connaissance, plus on s'aperçoit que
C'est pour ça que je crois beaucoup à la vertu humilité, parce que c'est peut-être en sachant dès le départ que on n'arrivera jamais à certains niveaux de compréhension et que on reste humain, trop humain, que peut-être on avancera un petit peu. Donc oui, je crois beaucoup à cette notion d'humilité, non pas comme se rabaisser, mais savoir soi-même que d'abord on n'est pas le centre du monde et qu'ensuite on ne sait pas grand-chose au bout du compte. Ce qui ouvre la voie à l'écoute de l'autre d'ailleurs. Parce que quand on sait qu'on ne sait pas grand-chose, du coup on est très attentif à ce que l'autre va raconter. Je voudrais revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, chère Catherine. Tu as dit à un moment donné que être, c'est aimer. Oui. Je trouve ça magnifique. Et tu poses ensuite la question, sommes-nous prêts à nous laisser aimer? Est-ce que tu es prête à te laisser aimer? Je crois que c'est très difficile. C'est très difficile parce que se laisser aimer, l'autre n'aime. J'ai envie de dire, moi, ce qu'on peut constater de façon très triviale et concrète, c'est que l'autre ne nous aime pas toujours comme on aimerait être aimé, pour moi. Donc, parfois, c'est difficile d'accepter l'amour tel que l'autre est capable de l'offrir. Ça fait partie de toute l'ambiguïté des relations humaines. C'est-à-dire qu'il faut accepter que l'autre vous aime tel qu'il vous voit, mais qui n'est pas forcément la manière dont vous souhaiteriez l'être. L'amour, un vaste chantier, donc. Autant que la fraternité, si je puis dire. Ah, mais c'est des questions qui vont à l'essentiel, hein. Oui. Ah oui. Et alors, je rebondis là-dessus. Nous avons un spectateur anonyme qui nous demande, peut-on dire qu'en franc-maçonnerie, la fraternité est silencieusement agissante? Oui, j'aime beaucoup cette expression. Ouais. J'aime beaucoup. Je vais la garder pour moi. Donc, merci à ce spectateur anonyme. Et nous avons Karine qui demande, ne faut-il pas qu'il y ait désir, appel, pour qu'il y ait amour? Alors, pour moi, c'est deux phases différentes. Je pense que spontanément, l'être humain aime bien qu'il y ait désir et appel. Mais je pense que quelqu'un qui est capable, je pense au grand mystique d'ailleurs, une fois de plus, parce que c'est un peu ma référence dans la mesure où c'est un absolu auquel j'accéderai jamais. Je pense que ces gens-là, ils sont capables d'aimer de façon absolue à un moment. Mais il y a eu appel au départ et désir. C'est des gens qui ont été appelés. Ah ouais. Oui. Tu évoques, c'est une question de notre sœur Marie-Laure, tu évoques le prologue de Saint Jean et le fait d'être en résonance. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, préciser? Ben, le prologue de Jean, l'évangile de Jean, c'est l'évangile de l'amour. Hein, donc, c'est par définition l'évangile qui parle justement de cet agapé, où l'homme est amené à écouter au plus profond de son cœur l'appel de la lumière, l'appel de la parole, et à essayer de se mettre en résonance, voilà, avec cet appel. Alors, on a plein de questions qui arrivent maintenant. D'un seul coup, on a plein de questions. Là, ça n'arrête plus, donc on essaye de faire le tri, mais j'ai Jean qui dit que tout à l'heure, dans ton exposé, tu as dit que la fraternité est cumulative. Est-ce Oui. que tu peux développer cette affirmation? Oui, ben je le disais un petit peu avant, c'est-à-dire qu'en fait, l'autre… Belle affirmation. Belle affirmation. L'autre apporte des lumières à sa propre… ça vient augmenter son niveau de conscience et c'est un cadeau que l'autre fait. Donc, effectivement, la fraternité, quand elle est bien comprise et qu'on accepte et qu'on a appris à accepter l'autre comme un cadeau, elle devient cumulative parce qu'on s'enrichit de l'autre. Merci, merci, merci. Alors… Merci de toutes vos questions qui arrivent d'un seul coup.
Donc, il y a une personne qui s'appelle Yoga, je suppose qu'elle fait du yoga, euh, qui dit « Merci à Catherine. Quelques situations précises pour affiner le rapprochement entre ces deux notions. Dans notre lien avec nos morts, on peut garder l'amour ou le souvenir de l'amour, mais il n'y a plus lieu d'être fraternel avec eux. Dans le lien avec les animaux proches, on peut les aimer, mais y a-t-il lieu d'être fraternel avec eux? Et Catherine se disant pascalienne, celui qui dit que l'on aime les qualités d'autrui plus que la personne même. La fraternité ne serait-ce pas alors cette possibilité-là? Alors, comme il y a beaucoup de choses en même temps, est-ce qu'on peut diviser un peu parce que j'ai un peu perdu le fil dans trois choses différentes. Alors, Le début. Quelques situations précises pour affiner le rapprochement entre ces deux notions, donc j'imagine fraternité et amour, dans notre lien avec nos morts. Je pense qu'on peut aller sur cette question-là. Ah bah, On peut complètement. garder l'amour ou le souvenir de l'amour, mais il n'y a plus lieu d'être fraternel avec eux. Oui, j'ai envie de dire, voilà, les souvenirs qu'on a on est complètement dans le cumul. C'est quelque chose qui nous a enrichis et qu'on va porter dans son cœur jusqu'à la fin de ses jours, de par ce qu'ils nous ont apporté. Après, la fraternité, c'est quelque chose qui se pratique entre êtres vivants. La fraternité avec un animal, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Les animaux, on les aime, mais on les aime parce que ce sont des compagnons agréables, parce qu'ils sont là, parce que c'est une présence, enfin, la fraternité avec un animal, je ne sais pas. Enfin, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui concerne l'être humain, plutôt qu'un animal. Alors, c'est la dernière partie que j'ai perdu un peu le fil. Alors, Catherine se dit pascalienne. Voilà. Oui. Et Pascal dit celui qui dit que l'on aime les qualités d'autrui plus que la personne même. Alors, aimer les qualités d'autrui plus que la personne même. Je ne connais pas ça se discute parce que la fraternité. J'ai pas fini. Ah, pardon. Catherine, j'ai pas fini. Oui, donc cet auditeur dit Pascal, donc Blaise Pascal, j'imagine, celui qui dit que l'on aime les qualités d'autrui plus que la personne même. Et la question qui est posée, c'est la fraternité ne serait-ce pas alors cette possibilité-là? D'aimer l'autre, d'aimer les qualités de l'autre plus que la personne elle-même. Oui. J'ai envie de dire, c'est déjà un grand progrès. Si on a reconnu les qualités de l'autre et que, indépendamment de ce qu'il est, on va pouvoir le fréquenter de façon très, très, très enrichissante, indépendamment de certaines attitudes, etc. Enfin, je pense que reconnaître les qualités d'autrui, c'est déjà un immense pas que tout le monde ne fait pas. C'est vrai. Catherine, tu disais tout à l'heure que l'amour, c'est un échange qui va même, je dirais, crescendo. Et on a Yvette qui demande s'il peut y avoir fraternité sans réciprocité. J'ai envie de dire, je vois pas très bien ce que ça apporte à un des deux protagonistes. J'ai envie de dire, il y en a un qui essaiera de mettre en pratique des vertus ou des comportements qu'il a assimilés ou qu'elle a assimilés et qu'elle a fait sien, et que de l'autre côté, à l'extrême limite, s'il y a indifférence, j'ai envie de dire, il y en a un des deux qui est perdu dans l'histoire, c'est tout. Mais oui, on peut être fraternel sans qu'il y ait réciprocité. De toute façon, simplement, ça ne construira rien. En fait, le véritable amour n'est-il pas de ne pas attendre un retour quoi que ce soit? C'est-à-dire de ne pas attendre quoi que ce soit en retour, c'est-à-dire d'aimer de manière inconditionnelle. Complètement. La fraternité me semble est exactement la même chose. Aimer d'amour fraternel ou la fraternité, c'est ne pas attendre quoi que ce soit en retour. Enfin, il me semble que les deux se rejoignent sur cet aspect-là. De la même façon je pense que tout le monde comprend bien au bout d'un certain temps qu'on ne fait pas les choses pour en attendre une récompense. On les fait parce qu'on a compris qu'on devait les faire
et non pas en espérant une petite gratification. Est-ce que ça ne viendrait pas rejoindre une notion toute maçonnique qui est celle du devoir? C'est pour ça que j'ai parlé de devoir. La fraternité est un devoir au départ. C'est un devoir exigeant. Exigeant, oui, je te rejoins là-dessus. Et la question qui suit de cette même sœur qui dit, doit-on être fraternel envers tous les humains, quels que soient leurs vices? Il me semble que la réponse est évidente. Bah, oui, enfin, j'ai envie de dire, si c'est des petits vices mignons, pourquoi pas? Si c'est des vices on a aussi le devoir de combattre tout ce qui va à l'encontre d'un comportement humain décent et fraternel. Les vices, on en a tous, hein, donc oui, bien sûr, on peut être fraternel avec quelqu'un dont on a repéré à la fois les qualités et les vices. Ce qui est important, c'est la balance. Alors ensuite, on n'a pas forcément des questions. Il y a un auditeur qui nous dit, il me semble que la prise de parole est fondamentale dans tous les moments de la vie profane et ou initiatique. Il faut faire une différence entre parler et dire pour la dignité de l'homme. Tu as envie de réagir? Ah ben moi, je partage cette assertion. Je pense que le dire, d'abord les paroles, on dit verba volant, hein, mais la parole juste, la parole, on sait très bien que ça peut enrichir et ça peut tuer. Donc la parole juste, c'est quelque chose de fondamental qu'on apprend. Et d'ailleurs, dans nos modes de fonctionnement, dans nos rituels, on nous apprend bien à prendre la parole. C'est quelque chose qui se demande, qui s'accorde et qu'on prend. Alors, de la même manière, j'ai Solange qui s'interroge et qui, pour elle, se dit que la fraternité ne serait pas le ciseau, mais le maillet, car elle nécessite pour elle de la volonté et ne serait pas de l'ordre cognitif. Alors pour moi, je maintiens que pour moi, la fraternité, c'est bien le ciseau et que c'est la volonté qui est le maillet. Alors, je crois que nous allons reprendre une petite intervention avec Alain Noël, parce qu'il nous semble important de préciser, pour tous ceux qui nous écoutent, que nous avons souhaité faire dans ce cadre de l'amour, puisque nous avons choisi un thème qui est « Et si nous parlions d'amour », nous avons choisi de parler de l'amour en maçonnerie, de la fraternité et de l'amour en maçonnerie, puisque dans au cours des autres semaines, nous entendrons des intervenants qui développeront la notion d'amour à travers d'autres concepts qui paraîtront très certainement beaucoup plus profanes. Donc, c'était important et vraiment, Catherine, c'est très intéressant, c'était important d'avoir ce socle, de savoir, puisque ces entretiens s'adressent idéalement et préférentiellement à des maçons, d'avoir ce socle commun qui est celui de la fraternité et de l'amour en maçonnerie, et de voir comment après on peut décliner tout ça dans d'autres thématiques qu'on appellera profanes, et comment elles peuvent faire lien avec ce qui est aussi défendu, dit et étudié au niveau de la symbolique maçonnique. Donc, je crois que ce premier entretien est vraiment très, très important parce que très fondamental. Donc, il y a plein de questions, effectivement. Il y en a encore. Je vais vous rendre vos questions, Heidi et Denis. Mais il nous a semblé important de préciser que c'est tout à fait volontairement que nous avons souhaité faire une première approche typiquement maçonnique pour poser les choses. Alors,
on reprend la main, Marie-Thérèse, Voilà. et Sheila qui nous demande si pouvons-nous penser que la fraternité requiert de la transcendance, Catherine. À l'origine, pas, puisque c'est un devoir qui fait partie de tout un contexte de cheminement initiatique et qui en est un des socles, enfin qui en est même le socle. Mais on n'a pas besoin de transcendance au départ pour apprendre à être fraternel. Mais pour aller de la fraternité à l'amour et ensuite repartir de l'amour vers la fraternité, pour donner un autre sens à la fraternité, je pense que oui, il y a un moment, et je le disais tout à l'heure, il faut avoir quelque chose qui nous oblige à aller plus loin. Sinon, on en restera une fraternité humaine, très humaine. Alors, je rebondis justement sur ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, je note que les questions quand même tournent autour de la fraternité, ce qui veut dire que la notion d'amour est vraiment quelque chose de difficile à appréhender, même pour nous qui sommes des maçons. Et dans ton exposé tout à l'heure, tu l'as bien dit, il n'y a pas de fraternité possible sans amour. Et vraiment, les questions, je pense que c'est vraiment très intéressant, parce que on revient toujours à cette fraternité, mais il est vraiment difficile d'aller vers l'amour. Donc, encore une question sur la fraternité. La fraternité, n'est-ce pas aussi vivre la même chose au même moment? Exemple, être frère d'armes. Alors, je pense que, enfin, je finis avec mon interprétation, mais je pense qu'effectivement, on pourrait dire la même chose de l'amour. Les frères d'armes, c'est quelque chose de très fort, effectivement, parce qu'on risque sa vie ensemble et on doit se protéger mutuellement. Mais je voudrais revenir à mon introduction. Quand j'ai reçu ce sujet de l'amour à la fraternité, il m'a semblé effectivement qu'il y avait tout un pan, ce que je dis dans l'introduction, tout un pan qui était lacunaire. On ne peut pas aller directement à l'amour. La fraternité est un marchepied, c'est le premier barreau d'une échelle qui va nous faire approcher de l'amour. Et quand on aura approché cette dimension qui nous dépasse, on revisitera la fraternité autrement. Ça sera plus simplement un devoir, ça sera plus simplement une obligation, ça sera plus simplement une simple pratique. Ça deviendra quelque chose qui compte parce que on aura compris que c'est un petit peu frères humains. On est tous on a tous des mêmes difficultés à approcher tout ça. On est tous sur le même chemin avec des qualités et des défauts différents. Si on ne s'en approche pas de la même façon, mais en tout cas, on ne peut plus voir la fraternité de la même façon. Mais au départ, oui, il faut d'abord, avant de parler d'amour, il faut parler de fraternité, mais cette fraternité qu'on approche de façon très maladroite au départ et on mesure progressivement que ce qu'on nous demande est énorme. Merci de le repréciser. Quand on avance en franc-maçonnerie, on se rend compte, et effectivement, plus on avance, moins on se rend compte que c'est compliqué. Nous sommes des médiateurs, mais nous sommes aussi les maîtres du temps. Et donc, une dernière question avant de passer la parole à Marie-Thérèse et à Alain Noël, qui ne manqueront pas de dire des choses pertinentes pour conclure cette première séance. Et je me réjouis que cette dernière question tourne autour de l'amour. C'est notre frère Renaud qui nous dit « Que pense notre sœur conférencière de ce que l'on entend parfois à propos du 4e pilier qui serait absent, l'amour ?» Alors, on a dit beaucoup de choses sur le 4e pilier. Il n'y a pas que il y a aussi dans la tradition hébraïque, il y a aussi une séphirote qui est absente aussi. Hein. Et effectivement, on peut imaginer que ce 4e pilier, c'est l'autre. Voilà, qu'on n'a pas intégré. Merci. Merci. On donne la parole, donc on rend la parole. On ne donne pas la parole, on la rend, puisqu'ils l'avaient prise, à Alain Noël. Merci à tous les deux. Marie-Thérèse ou Marie-Thérèse et Alain Noël. Merci Catherine. Merci à toi Catherine. Merci à vous. Moi, j'ai bien entendu en tout cas que la fraternité, c'est le combat pour l'amour.
Je remarque une chose, c'est que quand on a énoncé ce sujet, en fait, on avait mis un point d'interrogation à la fin. On avait écrit « De l'amour vers la fraternité, point d'interrogation ». Mais le point d'interrogation a disparu, je ne sais pas pourquoi. Ben, je ne l'ai pas vu, effectivement. Voilà, et je pense que s'il y avait eu le point d'interrogation, Catherine, je suis sûre que tu aurais trouvé encore quelque chose d'autre à dire. Peut-être, mais certainement, je l'aurais traité de la même façon. Ouais. En tout cas, je crois que tu nous as démontré comment cette fraternité, cet amour était bien présent en maçonnerie, comment en tout cas on essaie, comme on peut, hein, de les mettre en pratique. Alain Noël, je crois que tu voulais intervenir. Je pense qu'il faut peut-être donner quelques mots de conclusion simplement. D'abord, sur cette dernière partie, le point d'interrogation a disparu parce qu'il a disparu dans nos échanges préalables au fil des mails que l'on avait échangés et on en est resté à de l'amour vers la fraternité, point simple. Pourquoi avons-nous choisi de l'amour vers la fraternité? Tout simplement pour être en contrepoint avec ce qui se passe dans les traditions judéo-chrétiennes. Je fais référence ici au Lévitique. Dans le Lévitique 19-18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais juste avant, 2 versets avant, on ne parle pas d'amour, on parle de justice. On ne peut aimer son prochain comme soi-même que si l'on est d'abord juste envers soi et envers les autres. C'est-à-dire que la justice est préalable à l'amour et à la fraternité. De mon point de vue, bien évidemment. Et donc, après avoir remercié encore chaleureusement Catherine de son exposé très profond, très maçonnique, bien sûr, mais on a voulu commencer par un exposé maçonnique. Il me reste à remercier tous nos auditeurs, qui sont encore très nombreux, et à leur donner rendez-vous la semaine prochaine. Catherine a commencé son exposé en parlant de la Genèse. Eh bien, la semaine prochaine, nous allons prendre un peu le contre-pied en revenant à la Genèse. C'était le docteur Jean Furtos qui devait animer cette conférence. Le docteur Furtos est malheureusement hospitalisé pour des problèmes post-chirurgicaux, cela arrive, et il va encore être hospitalisé pour une quinzaine de jours. Nous avons donc demandé à Hervé Libokobza, que certains connaissent et qui est notre ami, de bien vouloir nous donner un commentaire talmudique, et vraiment talmudique, sur un des livres essentiels de la Torah, du Tanakh, sur le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Et ce commentaire talmudique va faire référence à un petit verset de Genèse, qui est le verset Genèse 3, 16, où il est dit que, après la faute, c'est pour ça que je reparle de ce que Catherine a dit, il y a une petite phrase, et il dominera sur elle. Et le commentaire talmudique, sans tout vous dévoiler, que va nous faire Hervé Ellis, c'est pour nous démontrer le contraire, et qu'on peut interpréter complètement le poème d'amour magnifique et le Cantique des Cantiques pour arriver par « elle te dominera » avec un point d'interrogation là. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour écouter Hervé Libokobza sur un commentaire talmudique qui sera l'amour dans le Cantique des Cantiques, virgule, et c'est la virgule, ce qui vient après, qui est fondamental, antidote de la faute originelle. Merci à Catherine, merci à tous. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel entretien d'été. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Merci Merci. beaucoup.